Bonsoir à tous, merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Bienvenue dans NCI 360. Ce soir, il sera question de bonne gouvernance, de droit et de politique. L'homme d'affaires Touré Aladji Moustapha, dit Al-Moustapha, a été arrêté et mis sous mandat de dépôt cette semaine. Selon la note du procureur, il est impliqué dans un usage frauduleux des droits d'exonération des sénateurs. Le communiqué du procureur indique l'implication des sénateurs dans ce dossier. L'affaire fait débat. S'agit-il de la face visible de l'iceberg? Nous en parlerons ce soir avec nos invités. Notre tour d'horizon nous conduira au FDFP, notamment de ce conflit interne opposant le président du conseil de gestion au secrétaire général du fonds. Un conflit fortement médiatisé qui a attiré l'attention de plusieurs personnes. Et enfin, le dernier sujet de ce soir, c'est la rencontre entre Laurent Gbagbo et la communauté Oué. Une rencontre diversement appréciée, diversement interprétée au sein de la communauté Oué, mais également au sein de la population ivoirienne. Par ailleurs, le RAGP est accusé d'avoir fait pression sur certains chefs Oué pour empêcher la rencontre ou encore pour boycotter la rencontre. Qu'en est-il réellement? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de NCI 360 Élisée Bolugbe, journaliste. Bonsoir Élisée. Bonsoir Evelyne. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous avons également Arthur Bonga, historien. Bonsoir Arthur. Bonsoir Evelyne, bonsoir téléspectateurs de NCI. Vous êtes un habitué de ce plateau, merci d'être là. Juste en face de vous, Arthur, nous avons Valentin Zahui. Bonsoir Valentin Zahui. Bonsoir Evelyne. Vous êtes sociologue, spécialiste de la gestion des ressources humaines, formateur et consultant également. Nous avons un autre invité qui est habitué de ce plateau, Aristide Nkenda. Bonsoir Aristide. Bonsoir Evelyne. Journaliste éditorialiste. C'est bien cela. Voilà. Et nous avons Saint-Claver Oula, journaliste à Opéra News. Bonsoir Saint-Claver Oula. Bonsoir Evelyne, bonsoir aux téléspectateurs de NCI. Merci d'être là. Et la dernière personne que je vais présenter, c'est Maître Suibi Émile. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Vous êtes avocat au barreau de Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI, signé Pierre Dipomelin, qui revient sur l'arrestation d'Al-Moustapha. Al-Moustapha, présumé cerveau d'un réseau de faussaires risque gros. Il a été arrêté et déféré à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour des faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs, escroquerie portant sur du numéraire, corruption et blanchiment de capitaux. Son arrestation fait suite à une plainte contre un connu émise par le secrétaire général du Sénat le 22 janvier 2020. Selon le procureur de la République, Ado Richard Christophe, le mis en cause et ses complices ont produit et commercialisé de fausses attestations d'exonération de sénateurs auprès de particuliers, lesquels s'en servent pour contourner la procédure douanière en matière d'importation de véhicules. Au surplus, l'enquête a révélé l'implication de certains sénateurs. Ceux-ci ont cédé à de tierces personnes moyennant rémunération des documents occasionnant ainsi un préjudice financier important à l'administration douanière. Une demande aux fins d'autorisation de poursuite contre ces sénateurs indélicats sera adressée au Sénat, conformément à l'article 145, alinéa 1 du règle du Sénat, en date du 26 janvier 2018. Et ce n'est pas tout. Les bénéficiaires des attestations frauduleuses, de même que toutes les personnes impliquées dans cette fraude, font l'objet de recherches en vue de leur faire subir toute la rigueur de la loi pénale. Une affaire judiciaire qui pourrait éclabousser plus d'un. Anonymes, comme personnalités des hautes sphères, en payeront le prix. Voilà, chers invités, la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous inspire cette affaire? Quel est votre sentiment sur ce dossier? Élisée Bolugbe. Moi, je pense que déjà, c'est dommage qu'on puisse, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, se retrouver dans une situation pareille avec des réseaux de ce type-là et voir surtout que des représentants au niveau national soient impliqués dans de tels scandales. Je trouve que c'est grave quand même pour la République. C'est vrai que nous sommes jusque, je dirais, au début de la procédure, parce que là, il est sous mandat de dépôt. Je suppose qu'un procès va s'ouvrir en bonne et due forme, où notamment les personnes impliquées viendront là-bas s'expliquer. Mais déjà, je note que c'est quand même, pour moi, quelque chose d'un peu grave, même pas d'un peu de grave, que des sénateurs soient impliqués, parce que la note du procureur est très claire. Il a même dit qu'il y a des sénateurs impliqués et qu'il fera une note
au Sénat pour que ceux-ci soient mis à la disposition de la justice et pour que la procédure soit engagée, évidemment qu'ils puissent répondre devant la justice. Donc c'est dit qu'effectivement, hors des sénateurs, on sait quand même, les sénateurs, c'est des représentants des collectivités territoriales et autres qu'on a mis là. Ça a donné à ces gens de trafic, c'est un peu dommage. Maintenant, au-delà de ça, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans le reportage et qui, pour moi, reste encore comme des zones d'ombre. Quand on dit, par exemple, qu'on a vendu à des tiers des attestations d'exonération et ils se sont servis pour faire rentrer des véhicules. Alors que pour ma gouverne, selon ce que j'ai appris, en me rapprochant des responsables du Sénat ou de l'administration du Sénat, l'attestation, quand on la délivre à un sénateur, n'a pour valider que pour le dédouanement d'un seul véhicule. Pas plus que ça, durant toute la mandature. On en parlera en profondeur, certainement. On va permettre aux autres invités de donner leurs sentiments. Arthur Bonga. Moi, déjà, je suis plutôt très satisfait de l'attitude de l'administration du Sénat et du président du Sénat. En l'occurrence, le vénérable Aoussou Jano, parce que n'oublions pas que c'est le Sénat qui porte plainte. Tout à fait. Ça, c'est très important. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une volonté du côté du président Aoussou Jano et de toute l'administration du Sénat de mettre le dossier sur la table pour que les choses soient transparentes dans un procès. Ils auraient pu essayer d'utiliser des coups de fil, noyer l'affaire, etc. Mais ça, c'est de la bonne gouvernance. Et en termes de bonne gouvernance, je pense qu'il faut féliciter le Sénat qui a décidé de saisir la justice pour que la justice, à son tour, mène une enquête. Et à partir du moment où le Sénat saisit la justice, je pense bien que le Sénat sera, l'administration en tout cas, sera prête à collaborer. Ça, c'est la première des choses. Et je l'ai dit la dernière fois, tant qu'on met la justice au cœur de la gouvernance, c'est quelque chose de salutaire. Et en cela, il faut féliciter l'administration du Sénat qui a pris ses responsabilités. Et deuxième chose, malheureusement, comme on peut l'avoir dans toutes les corporations, journalistes, enseignants-chercheurs, on a toujours des brebis galeuses qui malheureusement ont terni l'image de l'ensemble de la corporation. Mais ce n'est pas suffisant, à mon avis, pour jeter le discrédit sur toute la communauté, surtout les vénérables qui animent la haute chambre de notre Parlement. On vous a bien compris. Valentin Zahui, votre sentiment sur cette implication des sénateurs, sur cette commercialisation des droits d'exonération? Non, disons que quand on prend connaissance du communiqué du procureur Richard Christophe Adou, on apprécie la gravité quand même de la situation. Après, nous sommes à un stade où une enquête est ouverte, c'est une information judiciaire ouverte au niveau du pôle pénal, économique et financier. Donc, la justice est en train de faire son travail. Moi, je ne veux présager de rien. Mais comme l'a dit Arthur, j'apprécie parce que novembre 2019, la Direction générale des douanes prend attache avec le secrétaire général du Sénat pour leur signifier ces anomalies-là. Et 2 mois plus tard, le secrétariat touche la justice, porte plainte. Donc je pense que dans la démarche, c'est salutaire. Après, comme il a dit, que nous en soyons là, que des sénateurs soient impliqués ou concernés par l'affaire, ça fait froid dans le dos. Ça dénote aussi un peu de la gravité de la situation, comme je l'ai dit, mais on va attendre que la justice fasse son travail et puis on pourra faire des commentaires en conséquence. Aristide Nkenda, votre commentaire en attendant... Avant le commentaire, je vais donner un sentiment et je suis heureux parce que ça prouve qu'on met en place la bonne gouvernance, comme a dit Arthur. Et ensuite, le commentaire, c'est la tristesse. C'est encore un sentiment, mais c'est quand même un commentaire, c'est la tristesse. La tristesse pourquoi? La tristesse de voir que nous sommes dans une société où les représentants du peuple peuvent être impliqués dans des trafics aussi ignobles. Ensuite, faire remarquer que l'homme d'affaires dont il est question, dans un passé récent, était aussi un acteur politique et dont avait des mouvements de soutien. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement de soutien, on estime peut-être qu'on prend des raccourcis pour donc faire dans l'activité commerciale qui n'est pas en réalité une activité. C'est la reconstruction du système des valeurs. Le président Ouattara est engagé là-dedans et il continue. Et parce qu'on ne peut pas continuer de prendre une non-valeur, en faire de la promotion et en faire une valeur et faire croire que ça marche comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et je pense que nous vivons une époque extraordinaire, une époque avec le président Ouattara où, enfin, on peut voir une société où les députés ne sont pas au-dessus de la loi,
Les sénateurs ne sont pas au-dessus de la loi. Et comme a dit Arthur, il faut saluer le président du Sénat qui a pris le temps, parce que c'est en janvier 2020 qu'on porte plainte, mais on a pris le temps de bien enquêter et d'avoir, je crois qu'aujourd'hui, ils ont suffisamment d'éléments. Une enquête qui a duré 1 an quand même. Quand même. Et ça veut dire que c'est sérieux, ça veut dire que c'est une administration judiciaire sérieuse qui travaille. Voilà ce pays qu'on veut. On veut que ce soit un exemple, c'est un modèle d'exemplarité. J'ai eu la chance, je vais quand même citer, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse du président Pascal Affi-N'Guessan du FPI, où il disait qu'il ne faut pas donner la possibilité aux gens qui n'en ont pas le droit de prendre la parole dans la cité, parce que la prise de parole, elle n'est pas anodine. C'est une prise de parole courageuse, mais elle doit être responsable. Prendre la parole, ça veut dire qu'on pose des actes. Et je pense que cet individu, que je ne vais pas citer son nom dans cette émission, parce que moi, j'estime qu'il ne mérite pas que je cite son nom. Oui, c'est mon droit. Je ne peux pas citer son nom. Et pourquoi vous estimez qu'il ne mérite pas? Que je cite son nom parce que, justement, ce genre de pratique, mais il ne mérite pas qu'on cite son nom dans une émission parce que c'est faire sa promotion. D'accord. Saint-Claver-Oula. Moi, je pense que le vent de nettoyage de l'administration qui a commencé avec les DG, parce qu'on a vu avec les DG et autres, qui a commencé, si ce vent-là peut se poursuivre, c'est tant mieux. Le nettoyage dans des institutions. Aujourd'hui, on en parle parce que celui qui est brandi, et là, je parle sur la base des présomptions d'innocence, parce qu'il n'a pas encore été jugé. C'est le procureur de la République qui a donné son communiqué. Il faut passer au stade du jugement. Et moi, je souhaiterais que les choses aillent jusqu'au bout et que les sénateurs soient identifiés. Qu'ils soient identifiés, qu'ils répondent des actes qu'ils ont posés et qu'il faut donner un signal fort dans ce qui se fait. Parce que c'est vrai, c'est Al-Mustafa. Al-Mustafa, des rumeurs l'ont présenté comme une personnalité qui n'est pas de très bonne moralité. Des choses ont couru autour de sa personne. C'est le dindon de la farce. Mais qui est derrière? Vous allez nous dire pourquoi c'est le dindon de la farce. Je reviendrai vers vous, Maître Suemi Émile. Oui. Votre sentiment sur cette affaire en tant qu'homme de droit? En tant qu'homme de droit, la première appréciation que je fais, c'est que pour moi, c'est un véritable... c'est scandaleux qu'on puisse être face à cette affaire parce qu'on parle quand même du Sénat, qui est l'une des plus grandes institutions du pays. Et quand le procureur dans son communiqué, affirme, après 1 an d'enquête, que l'enquête a révélé que des sénateurs sont impliqués, pour moi, c'est très grave. Parce qu'on parle quand même d'hommes politiques qui sont au sommet de l'État, qui sont appelés à donner de l'exemple, qui sont appelés à voter des lois qui régissent ce pays, que ces personnes-là puissent se prêter au jeu décrit par le procureur, pour moi, c'est scandaleux. Et nous espérons, l'enquête ne fait que commencer parce que le procureur l'a dit, il a requis l'ouverture d'une information. Aujourd'hui, un individu a été placé sous mandat de dépôt, mais il est évident quand on écoute le procureur que c'est un véritable réseau, il y a certainement plusieurs personnes. Donc nous attendons, nous espérons que l'enquête, donc l'information judiciaire que va conduire le juge, va permettre vraiment de démanteler le réseau. Mais la question qui se pose justement, et j'aimerais vous la poser, c'est comment en Côte d'Ivoire on peut commercialiser des droits d'exonération, ce réseau. Quelle peut être donc l'implication des sénateurs de tout ce réseau? Sont-ils des victimes, des facilitateurs? Arthur Banga? Moi, déjà, je peux vous assurer qu'il y a plein de sénateurs qui sont des victimes. Je vous donne je ne citerai pas de nom, puisque je n'ai pas l'autorisation, mais il y a des sénateurs qui n'ont jamais utilisé leur attestation. Et pendant l'enquête, on se rend compte qu'ils l'ont utilisé, donc ils sont victimes. Il y a des sénateurs qui ont utilisé leur attestation de bonne foi sur un véhicule, comme le permet la loi, et qui se retrouvent cités dans 3-4 véhicules. Comment peut-il être victime? J'imagine que la douane a la liste des sénateurs. Si, bien sûr. C'est pour ça que la douane remarque une anomalie. Elle saisit le Sénat en décembre 2019. Le Sénat prend le temps d'analyser la situation, 2 mois d'enquête interne, et le Sénat fournit des pièces à la justice
c'est que le Sénat ramène à la justice des attestations fausses, des cartes d'identité de sénateurs qui ont été falsifiées, du faux et d'usage du faux. Donc c'est le Sénat qui saisit la justice sur la base d'une enquête interne. Donc, qu'il y ait des sénateurs, on ne sait pas dans quelle proportion, d'ailleurs, l'enquête nous permettra de le dire, mais il faut quand même signaler que la grande majorité des sénateurs sont d'abord victimes, parce que plein d'entre eux n'ont même pas utilisé leur attestation, et ils se retrouvent cités. Comme je l'ai dit, il y a d'autres qui ont utilisé l'attestation une seule fois, et qui se retrouvent cités 3 fois. Et donc, l'enquête, la bonne gouvernance, en fait, elle vient du Sénat. Moi, je veux qu'on insiste là-dessus, puisqu'on est en train de parler de gens qui vont salir l'institution. C'est normal par leur attitude scandaleuse. Mais n'oublions pas que de l'autre côté, c'est l'institution qui prend ses responsabilités. Et donc, c'est l'institution qui fait le pas vers la bonne gouvernance. C'est elle qui porte plainte pour que la lumière soit établie. Et donc, à partir du moment où il y a cela, je peux dire, il faut plutôt s'en féliciter et être honoré d'un Sénat qui collabore pour la bonne gouvernance. Mais il n'y a que des sénateurs. Après, le faux usage de faux, ça existe partout. Elvin, demain matin, vous pouvez vous retrouver sur la place avec votre carte d'identité falsifiée. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous pouvez retrouver Maître Suivi, qui est avocat, peut retrouver son passeport sur une scène de crime, un faux passeport. Donc ça, c'est des choses qu'on voit de façon, je veux dire, répétée, même si au niveau des sénateurs, ça peut scandaliser, je comprends. Il faut quand même noter que c'est le Sénat qui fait le pas vers la bonne gouvernance. D'accord, on vous a bien compris. Élisée? Mais moi, je pense qu'on est devant des Ivoiriens. Il serait bien qu'on fasse un peu de pédagogie pour que ceux qui nous suivent quand même puissent comprendre l'affaire. Parce que même si c'est vrai que le procureur a fait un communiqué qui semble être assez explicite, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques zones d'ombre qui méritent quand même d'être éclairées. Voici comment ça se passe. Chaque sénateur, lorsqu'il est élu, a droit à une attestation d'exonération qui lui permet de pouvoir faire rentrer un véhicule avec des caractéristiques précises. Et cela une seule fois durant sa mandature. Qui dure 5 ans. Qui dure 5 ans. En dehors de ça, il ne peut plus. Il n'a pas droit ni à 2 ni à 3. L'administration douanière a la liste, parce que si le citoyen lambda sait qui sont ceux qui sont les sénateurs, ce n'est pas l'administration douanière qui n'a pas, puisqu'elle est chargée de faire suivre ça. A donc la liste des sénateurs qui, eux, méritent. Quand je dis qu'il y a des points qui, eux, méritent de bénéficier de ce droit d'exonération, quand je dis qu'il y a des points d'ombre, on se pose bien la question de savoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute Atu, il y a eu cette volonté des uns et des autres, notamment de l'administration douanière, de saisir le Sénat, qui a noté l'anomalie et tout ça. Mais on peut se poser une autre question. Laquelle? Mais d'où vient-il qu'il y ait des sénateurs, des noms de sénateurs, qui aient bénéficié 2, voire 3 fois d'exonération quand on sait que la loi ne l'autorise pas? Parce que ces exonérations dont ils ont bénéficié, les dédouanements de ces véhicules sont passés par l'administration douanière. Logiquement, il y a un fichier, de sorte que lorsqu'un nom a été déjà une fois bénéficiaire d'exonération, ne peut plus être bénéficiaire une seconde fois. D'où vient-il que certains ont été 2 fois, 3 fois? Ça veut dire qu'il y a quelque part une complicité interne. Je n'irai pas vite en besogne parce que je ne suis... Une complicité interne à quel niveau? Au niveau de la douane? De l'administration douanière. De l'administration douanière, il y a quand même une lumière qui doit être faite. On doit clarifier comment se fait-il qu'un fichier qui est censé être un fichier unique puisse aujourd'hui permettre que des personnes aient bénéficié, voire 2, 3 fois d'exonération. Comme je le dis, il y a encore des points d'ombre qui méritent d'être éclairés. Mais en plus de ça, quand on finit, il y a les... Quand j'écoute Atu, ce qu'il dit est juste. Effectivement, le Sénat a initié cette plainte et tout ça. Mais aujourd'hui, on ne dispose pas, en termes de proportion, de ceux-là qui sont cités. Donc, on ne peut pas présager déjà que, disons, la grande majorité vraiment sont victimes et tout ça. Je serais bien intéressé, peut-être qu'il me donne sa source sur cette question, parce que le procureur n'en parle pas. Tout est-il que le procureur les ferme sur une chose. Les sénateurs sont impliqués. Voilà, il y a des sénateurs qui sont complices de ce réseau. D'accord. Le communiqué le dit. Maître Suivi, j'ai vu que vous voulez réagir. Oui, je voulais dire que c'est l'enquête, l'information qui va nous permettre de savoir quels sont les sénateurs qui sont victimes et quels sont les sénateurs qui ont participé Ce sont des activement à tout ça. Acteurs. Mais ce qu'on retient déjà, c'est que le procureur dit qu'il y a des sénateurs qui ont remis leurs attestations à des tiers. Ça veut dire que dans ce cas, le sénateur reçoit bien une attestation qui doit lui profiter et qu'il cède à un tiers. Dans quelles circonstances? Mais il n'a pas le droit de céder selon la loi. C'est pourquoi j'ai dit l'implication des sénateurs peut être à 2 niveaux. Soit parce qu'ils ont participé activement au réseau, soit parce qu'ils ont été victimes parce que leurs attestations ont pu être falsifiées. Parce que quand ils parlent de sénateurs qui ont pu importer 2 ou 3 véhicules,
ça pose automatiquement même le problème de la responsabilité de la douane, puisque par mandature, un sénateur a droit à un seul véhicule. Donc, lorsque le sénateur utilise pour la première fois une attestation et importe un véhicule, au cours de la même période de 5 ans, ce sénateur ne peut pas importer un deuxième véhicule, un troisième véhicule, sans que cela ne puisse attirer l'attention de la douane si les choses sont bien organisées, parce qu'on parle quand même de 99 sénateurs, ce n'est pas des millions de personnes pour qu'on dise qu'on ne peut pas faire une vérification. Aristide Nkenda, votre avis, à quel niveau peut se trouver l'implication des sénateurs? Selon vous, sont-ils victimes? Sont-ils des acteurs? Oui, c'est les deux cas. Il y a ceux qui sont victimes, et le procureur l'a dit, comme a dit Maître Sué, il y a des sénateurs qui sont impliqués. Mais ce que je vais dire, c'est que ce sujet, cette crise économique pose le problème de ceux qui sont en difficulté avec la loi dans la société. C'est-à-dire, il y a une catégorie de population qui pense qu'on peut brûler les étapes, on peut tricher, on peut concevoir la vie autrement au lieu de passer par les règles. Et ceux-là sont généralement des manipulateurs, ils sont très fins, ils sont très vrais dans le faux, c'est-à-dire qu'ils excellent dans le faux, et ceux-là arrivent à faire miroiter à certains qui sont faibles d'esprit le fait qu'on peut créer des conditions pour gagner l'argent malhonnêtement. Donc, ces gens vont donc à la douane, créent des réseaux, vont au Sénat, créent des réseaux, et outrepassent même certaines prérogatives, prennent des, comme a dit Arthur, puisqu'il y en a qui sont victimes, prennent des documents qu'ils falsifient, et comme a dit Élisée, comment se fait-il qu'à la douane de Côte d'Ivoire, alors que les sénateurs n'ont droit qu'à un seul véhicule, on peut retrouver 3 à 4 véhicules. Je crois que c'est ça qui a attiré l'attention du président du Sénat, et donc il a donc porté plainte. Le président du Sénat, dont la signature aurait été falsifiée selon les informations qu'on a eues, comment donc cette signature peut être falsifiée pendant au moins 1 an, parce que l'enquête a quand même duré 1 an. J'aurais donné la parole à Saint-Claver-Oula pour sa réaction. Non, mais les signatures des responsables d'institutions sont publiques. On retrouve ces signatures-là. Il y a des diplômes même qu'on falsifie avec des signatures et autres dans des cyber et un peu partout. Donc, falsifier, retrouver la signature du président du Sénat et la falsifier, c'est comme de l'eau à boire. Donc, quand des personnes sont de mauvaise moralité, elles peuvent se procurer ces signatures-là et même des documents et puis y apposer ces signatures tout simplement. Mais moi, j'aimerais revenir un peu sur ce que Dr Arthur Banga a dit. Je pense que si on s'en tient à ce qu'il a dit, qu'il y a des sénateurs qui eux aussi ont été victimes, je pense qu'à ce stade, le procureur de la République il n'aurait pas encore terminé son enquête. Et je pense que l'enquête se poursuit. Et je leur ai dit, c'est pendant le procès que la vérité sera établie. Parce que lui, mon confrère l'a relevé tout à l'heure, Boloubé, ce n'est pas possible qu'une seule personnalité puisse importer 3 à 4 véhicules dans les fichiers de la douane. Cela va nous ramener encore à un autre scandale qu'on a connu à la douane, le scandale du guichet unique. Donc il y a vraiment problème. Il y a problème dans la gestion même de notre administration, dans la gestion de nos fichiers. D'accord. Moi, j'aimerais revenir, avant de vous donner la parole, Valentin Zawi, sur le dernier paragraphe donc, du communiqué du procureur. Je suis d'accord, quand vous parlez de victimes, il parle de poursuite, en fait. Donc, peut-on poursuivre des victimes? Il dit, le procureur de la République tient à indiquer, s'agissant des sénateurs impliqués dans ces faits, qu'une demande aux fins d'autorisation de poursuite sera adressée au Sénat. Donc, c'est une demande aux fins d'autorisation de poursuite. Valentin Zawi, vous avez souhaité. Parce qu'un sénateur jouit de l'immunité parlementaire. Donc, il y a une disposition particulière. Je pense que c'est par rapport à ça que le point est dit. Je vais revenir d'un mot sur le fait qu'on parle d'une situation délicate. Autant la Direction générale des douanes fait la démarche de se rapprocher du Sénat pour signifier à cette institution quelques pratiques frauduleuses, là, c'est une très bonne chose. Alors, et en même temps, et tu fais bien de le dire, je l'ai dit ici à l'entente de mon propos, aussi l'administration du Sénat
fait la démarche vers le système judiciaire pour porter plainte, pour dire que bon, voilà. Donc ça veut dire que l'administration du Sénat, a priori, n'est pas mise en cause ici. C'est pas ça le sujet. Le fait est que, certainement, dans cette institution, il y a des citoyens, il y a des responsables, des gens qui ont été élus par le peuple souverain et qui, malheureusement, peut-être sont trompés de pratique. Ce qui est important, si, comme disait Élisée, si au niveau de la douane, il y a des personnes qui n'ont pas été correctes et que la direction de cette structure a pris sur elle de porter, enfin de dire ce qui ne va pas, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour protéger, on ne cherche pas à protéger des personnes indélicates. Donc, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau du Sénat, le fait que les deux structures manifestement s'engagent dans la procédure, je pense que ça va permettre d'éclairer... Pour aller un peu plus loin dans les échanges, est-ce que ce qui se passe en ce moment ne remet pas sur la table la question de la corruption en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on est en train de parler du Sénat. Il y a plusieurs structures qui sont montrées du doigt dans la corruption en Côte d'Ivoire. Arthur Banga. J'allais en venir. Hein. Je vais dire, quand on va sortir maintenant des particularités, c'est-à-dire du Sénat, de l'administration, etc., il y a deux leçons intéressantes. La première leçon que moi je mets au crédit, j'ajoute l'administration de la douane et du Sénat, c'est cette volonté de bonne gouvernance, de saisir la justice quand on a un souci. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon de se protéger elle-même en tant qu'administration. C'est la première des choses. La deuxième des choses, et pour revenir à ce que Aristide disait tout à l'heure, bon, moi je vais plutôt voir le côté positif, c'est que petit à petit, on revient à une Côte d'Ivoire de valeurs, où les non-valeurs seront poursuivis par la justice. Parce que ce n'est qu'un réseau, il le dit, l'enquête pourra, parce qu'il y a plein de secteurs de l'administration qui sont ces exonérations-là. Sans doute le réseau aller toucher là-bas. Il ne faut pas oublier même ceux qui achètent en bonne et due forme. Quand M. X sait qu'il n'a pas le droit à cette exonération, qu'il l'utilise. Donc c'est toute la société. Mais le côté positif pour moi, c'est que de plus en plus, dans notre pays, on prend conscience qu'on est dans une dégringolade. Et que si on ne revient pas à nos valeurs, si on ne revient pas au fondement de notre nation, c'est-à-dire l'union, la discipline et le travail, si on ne revient pas aux valeurs traditionnelles de l'Afrique, on va se mettre tous en danger. Et aujourd'hui, je suis très content que ce scandale explose parce qu'il va montrer, et j'emprunte le mot non-valeur à mon voisin de gauche, Aristide, pour dire oui, il faut combattre les non-valeurs. Et ça, c'est une façon de combattre les non-valeurs. C'est une façon de permettre à la Côte d'Ivoire de faire un pas très intéressant vers la bonne gouvernance. Aristide Evelyne, il y a un conseiller du roi, de l'empereur chinois à l'époque, qui avait dit à cet empereur, si vous voulez faire la guerre à un pays voisin ou à un autre pays, n'achetez pas les armes, ne faites pas la guerre pour ne pas tuer les populations. Ce que vous faites, vous introduisez la corruption et vous tuez l'école. Au bout de 2 décennies, vous aurez un pays gouverné par des voleurs et un pays d'ignorants. Pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire. Pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, Arthur l'a dit, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, pourquoi? Parce qu'il faut reconstruire le système des valeurs. Et pour reconstruire le système des valeurs, la plus grosse plaie, c'est la corruption. Donc on reconnaît que le système des valeurs est détruit? Oui, il y a inversion du système des valeurs depuis au moins 2 décennies et demie. Il y a inversion du système des valeurs. Après les vents d'Est, après la chute du mur de Berlin, les vents d'Est, le retour au multipartisme, il y a eu avec les crises qu'on a connues, notamment en Côte d'Ivoire et dans les autres pays, il y a eu donc inversion du système de valeurs parce que, comme je dis souvent avec mon ami Guillaume Bateau, quand il y a la bagarre, nous qui ne sommes pas forts, on ne peut pas y aller. C'est ceux qui bandent les muscles qui vont donc occuper le terrain. Alors que dans une société normale, ce sont les ménages qu'il faut solliciter, ce ne sont pas les muscles. Donc, dans une société où il y a inversion du système de valeurs, c'est donc les médiocres, c'est donc les malins, et même souvent des esprits malins, qui occupent le terrain. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas construire une société avec ça. Aujourd'hui, c'est une très bonne chose. On vit une époque extraordinaire. Hein, je vous avais dit qu'après le 31 octobre, la Côte d'Ivoire va connaître un miracle. Voilà les miracles qui se produisent. Nous sommes dans un pays où le quotidien, le Patriote, qui est proche du parti au pouvoir, peut être suspendu pour 3 parutions, parce que ce quotidien a publié un article qui a des propos injurieux vis-à-vis de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ça, c'est une société qu'on est en train de construire. Nous sommes dans une société où une jeune dame qui est cyberactiviste, qui tient des propos qui envoient du désordre, est en prison. Donc, une société où le président a dit
la justice d'abord. Même s'il faut après avoir des actions politiques, il faut qu'on construise notre société avec les valeurs. D'accord. Je vais vous permettre, je vais vous donner la parole, Valentin Zayu et les autres, mais en même temps, je vais vous demander de commenter cette citation qu'on a vue sur Twitter, qui est de Soumaoro Kando, qui est ex-député de Bioncouma, qui est un proche de Soro, qui a dit sur son compte Twitter, c'est un vaste réseau au sein de la République. Je me demande si le procureur pourra aller en profondeur, encore une fois, où on va laisser le voleur pour sanctionner le receleur, on verra. Qui donne un peu le sentiment aussi qu'en Côte d'Ivoire, on a souvent des ouvertures de procès, on a souvent des affaires qui font débat comme ça, mais qui ne vont pas jusqu'au fond de la question. Valentin Zayu. Oui, alors, il y a une chose qu'il faut prendre en considération. Nous sommes tous des Ivoiriens. Pendant 30 ans, sous l'ère du président Houphouët-Boigny, de Vénéré Mémoire, on a connu un pays relativement stable, prospère et tout ce qu'on en sait. Et puis, depuis 90, jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans. Notre communauté nationale est un corps social qui a été traumatisé, meurtri, violé, violenté, tout ce qu'on veut. Mais ça détruit une société. Donc, bien entendu, quand il y a la guerre, quand il y a les crises, mais les valeurs partent en vrille. Donc, effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans un pays où la corruption elle est endémique, où il n'y a que du faux. On le sait tous, nous sommes des Ivoiriens. C'est dans ce pays que vous avez des gens qui vont justement, qui n'ont pas droit à des attributions ou à des avantages, mais qui en profitent. Vous avez la boutique diplomatique, c'est ceux qui y vont pour faire des achats, c'est pas forcément des gens qui ont des statuts, mais ça on le sait tous. Donc c'est vaste. Mais quel est votre avis sur donc, ces poursuites, ces affaires de la C'est une très bonne chose parce que... qui ne vont pas souvent jusqu'au bout. Ah non, justement, il faut qu'on sorte de cela. Il faut que les choses aboutissent. Et je termine avec cette Evelyne. Je vais dire juste, dans un pays, pourquoi on parle de cohésion? Ça prend en compte 3 dimensions. Très rapidement, il y a la dimension culturelle qui dispose que chacun de nous, on vient des sphères différentes, donc on n'a pas les mêmes normes et valeurs culturelles, mais ça nous détermine et c'est heureux. Et nos différences sont des richesses. Il y a la dimension organique qui fait que les citoyens que nous sommes, nous avons des ambitions, on veut se réaliser, aussi bien individuellement que collectivement. Donc l'État doit nous donner la chance de nous réaliser. C'est la notion de l'égalité des chances. Est-ce qu'on l'a tous? La question reste posée. Et la dernière dimension, elle est structurelle. Mais justement, qui est là pour réguler les choses. Et la justice a un rôle important. Donc, si des personnes qui n'ont pas le droit de bénéficier des avantages qui sont dans les pratiques frauduleuses prennent ce risque-là, il faut bien que la justice leur dise, nous sommes dans un pays qui est organisé et bon, ils doivent subir la rigueur de la loi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il faut s'en féliciter. Moi, j'aimerais revenir sur le tweet de Soumaoro Kando. Il faut dire que lui, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien député. Et il a été député à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale aussi, on parle d'exonération de taxes et autres. Donc, quand il le dit, il sait de quoi il parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Sénat qui a porté plainte, qui est sur la place publique. Mais vous pensez que ça s'étend également à l'Assemblée nationale? Mais c'est lui qui le dit. Donc, c'est comme je le disais tantôt. Il dit que c'est un vaste réseau au sein de la République, sans citer une autre. Voilà, bien sûr. Il dit que c'est un vaste réseau au sein de la République, mais l'Assemblée nationale fait partie de la République. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut voir de près. Il faut voir de près la gestion de nos institutions. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la corruption. Et il ne faudrait pas que des personnalités pensent qu'elles sont intouchables. Parce qu'elles appartiennent au bon parti politique et au pouvoir, parce qu'elles occupent une certaine position dans la société, donc elles peuvent faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut que, autant que nous soyons tous égaux devant la loi. Au niveau de la loi. Oui, Élisée. OK, moi je note 2 choses. Je pense d'abord dans un premier temps que ce qui vient de se passer, ou du moins ce que vient de révéler le procureur, va servir de prétexte pour que ce genre d'enquête-là se généralise à tout le système. Parce que je reste pertinemment convaincu que, bien évidemment, quand il évoque le thème de réseau, c'est-à-dire que c'est quelque chose quand même vraiment qui est vaste. Donc je reste pertinemment convaincu qu'effectivement, il y a plusieurs secteurs de la République qui certainement... Qui sont concernés. Voilà, qui sont concernés. Et donc, je pense que ça va servir de prétexte vraiment pour qu'on puisse élargir cette zone d'enquête-là à tous ces secteurs de la République qui bénéficient de ces avantages, de ce type d'avantages. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de structures qui bénéficient de ce genre d'avantages et dans lesquelles on retrouve souvent ces anomalies-là. Donc, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, je voudrais que tous les Ivoiriens qui nous suivent comprennent qu'aucun système n'est définitif. Tu peux ruser avec la loi, frauder avec les institutions de la République, mais tôt ou tard, tu seras découvert. Et il est important
qu'on ne s'adonne pas à ces genres de pratiques. Tu seras découvert, mais pas forcément mis en prison. Mais tu seras Non, découvert et mis en prison. Quand je parle de découverte, tu seras déjà exposé. Soyez plus explicite. Voilà, tu seras exposé et probablement poursuivi et mis en prison, subi la rigueur de la loi. Parce que j'estime que la loi prévoit des sanctions ou un certain nombre de dispositions quand on est en porte-à-faux vis-à-vis d'elle, en fait. Donc, vous allez certainement subir ça. Donc, aucun système n'est forcément définitif. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu passes entre les mailles des filets à travers la fraude que tu penses que c'est définitif. Tôt ou tard, ce système va se fermer sur toi. Aussi, à l'endroit même de ceux qui animent l'administration publique ivoirienne, qui animent toutes nos institutions, ils ont un devoir de redevabilité vis-à-vis de l'État. Ça, il faut qu'ils comprennent. Et partant de ce fait-là, doivent avoir une attitude qui s'y est. C'est vrai que ton ami peut frauder, tu peux même être au courant. Ça peut même le faire prospérer. Mais tu n'es pas obligé d'en faire autant. Et parce que tu n'es pas obligé d'en faire autant, quelqu'un d'autre copiera sur toi. Et au final, c'est cette valeur de probité que vous mettez ensemble qui va finir par contaminer les autres et ramener notre société vraiment au système de valeurs qui a été inversé. Et ça, c'est vraiment important. D'accord. Merci, Élisée. On vous a bien compris. Maître Suibi aimerait réagir, mais je veux rester avec vous sur cette question parce que le procureur, justement, parle de ce règlement, de l'article 145 du règlement que je vais lire pour nos téléspectateurs. Il dit « Aucun sénateur ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau du Sénat, sauf les cas d'infraction flagrante ou de condamnation définitive. » Donc, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer s'il est avéré que les sénateurs sont coupables, sont des acteurs du point de vue de la loi? Quelle sera la suite de cette affaire? Alors, la suite de l'annonce faite par le procureur, à ce stade, on ne parlera même pas encore de sénateur coupable ou pas. Parce que l'immunité, donc la loi prévoit, la Constitution prévoit, ensuite c'est organisé par l'Assemblée nationale et le Sénat dans leur texte, c'est que les sénateurs et les députés donc, bénéficient de l'immunité. Ils ont une immunité qui est absolue pour tout ce qui concerne l'activité parlementaire. Donc, ils ne peuvent pas être arrêtés, jugés, poursuivis, rien d'autre. Mais pendant la session, donc comme c'est le cas actuellement, parce qu'ils sont en session depuis le premier jour ouvrable du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de décembre, ils sont en session. Pendant cette période-là, donc, lorsque un sénateur ou un député est soupçonné d'être impliqué dans une affaire qui justifie que des poursuites soient initiées donc, contre lui, le procureur donc, sollicite de la Chambre à laquelle il appartient, notamment le Sénat, en ce qui nous concerne ici, l'autorisation de poursuivre le sénateur. Donc, ce qui va se passer, c'est que le procureur va saisir le Sénat par le canal de son secrétaire général ou de son président pour demander l'autorisation de poursuivre des sénateurs qu'il va indiquer dans sa demande d'autorisation de poursuite. Il va normalement désigner les sénateurs. Il va indiquer également dans cette demande les éléments sur lesquels il se base pour estimer que ces sénateurs-là doivent faire l'objet de poursuites. Selon la loi, donc selon le règlement, une commission donc sera mise en place au niveau du Sénat qui va examiner les faits et le Sénat sera donc appelé à voter une résolution pour autoriser les poursuites ou... Refuser. Le Sénat peut refuser. Oui, peut refuser de faire droit à la demande du procureur parce qu'ils vont recevoir un dossier, ils vont l'examiner, ils vont regarder le contour du dossier et ils vont se prononcer. Et une fois que le Sénat donc, va autoriser les poursuites, le procureur pourra, dans le dossier qui est déjà ouvert au niveau du juge, donc demander au juge d'étendre les poursuites aux sénateurs dont la poursuite aura été autorisée par le Sénat. D'accord. Merci pour ce éclairage. Non, juste une précision, maître. Je crois que dans le cas de l'immunité, ça ne concerne pas le flagrant délit. C'est-à-dire que dans ce cas, parce que c'est une procédure, mais si c'est un flagrant délit, on n'a pas besoin de passer par cette procédure. Oui, non. Quand on prend un flagrant délit, il n'y a pas de question d'immunité. Ça veut dire, je donne un exemple pour que les téléspectateurs comprennent. Oui, si on trouve un député ou un sénateur qui est en train, je vais utiliser une image forte, qui est peut-être en train de tuer un enfant ou en train de faire... On le trouve sur les faits, on le voit. De voler un véhicule, par exemple, c'est plus simple, ça reste dans le contexte. Non, s'il vous plaît. Allez-y, Aristide, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Non, je prends des exemples comme ça, mais je veux dire, sur le flagrant délit,
il n'y a pas question d'immunité, on vous prend tout de suite. Maître Subi, vous voulez Non, réagir? en fait, je ne parle pas du flag. Je n'ai pas parlé de tous les aspects de l'immunité. Je parle du De ce dossier. cas? Parce que visiblement, on n'est pas dans un cadre de flagrant délit, puisque le procureur lui-même déjà annonce qu'il va demander au Sénat l'autorisation de les poursuivre. Il nous indique... Si on est dans un cadre de flagrant délit, il n'y a pas besoin de demander une quelconque autorisation. Ils sont poursuivis et ça, c'est quand on est hors session. Parce qu'il faut aussi le préciser. D'accord. Parce que tout dépend. Quand on est en pleine session, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est hors session. Et lorsqu'on est dans un cas de flagrant délit. Or, ici, visiblement, le procureur lui-même estime qu'on n'est pas dans un cas de flagrant délit, puisqu'il dit Il va faire qu'il une va demande au Sénat, demander au bureau du Sénat. l'autorisation de poursuivre. Il a déjà Non, planté je voulais le juste décor. faire la précision, ce n'était pas pour Ah, contredire d'accord. Maître, je voulais juste que Maître explique, parce Que que les qu'il y a téléspectateurs aussi le flagrant délit. Oui, oui, Je oui. comprends. Merci. Également. Et on retiendra de votre intervention que le Sénat peut refuser, peut ne pas donner suite à cette demande du procureur, puisque Oui, c'est une demande puisque c'est une demande qui est qui est faite. faite. C'est le Sénat qui va donner une suite à cette demande. Elle peut dire oui ou non. Archie Banga. Moi, je pense que pour revenir d'ailleurs, je saisis la pêche, mais c'était d'ailleurs par rapport au tweet de M. Kando, qui est, comme on le dit, député, ancien député, donc qui connaît un peu le système. Et je veux dire, dans le prolongement, que le Sénat n'a aucun intérêt à ne pas voter, lever l'immunité des suspects dans cette... Parce que... Mais on dit que c'est quand même c'est possible. Oui, C'est je parle important que les d'intérêt. Je parle téléspectateurs... d'intérêt et je viens au mot intérêt parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une cassure de plus en plus grande entre les élites et le peuple. Il y a une cassure de plus en plus grande entre le monde politique et les Ivoiriens. Tout simplement parce qu'il y a comme un dégoût par le simple fait qu'on a l'impression que Un dégoût de quoi? De qui? un rejet, un dégoût de la politique et des hommes politiques en général, parce que le bas peuple peut avoir l'impression que ceux-là, ils ont tous les droits. Ils changent tout de suite, ils réussissent en claquant le doigt avec un nouveau poste. Et tout ça, réussir ce procès va réconcilier les Ivoiriens avec leur classe politique, avec leur classe dirigeante. C'est très important. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on s'étonne que les taux de participation soient de plus en plus faibles, que les jeunes s'engagent de moins en moins. Mais tout ça l'explique. Donc aujourd'hui, le procureur, le Sénat et l'administration de la douane ont ouvert un dossier. Ils ont l'obligation d'aller jusqu'au au bout. Parce qu'à partir de cette réaction, des conclusions, on aura soit une sorte de réconciliation entre les dirigeants et le peuple, soit la cassure sera encore plus grande. Et c'est cette cassure plus grande qui laisse sa place aux extrémismes. Et il ne faut pas que notre pays bascule dans tout ça. Il faut que le Sénat, la justice, saisissent cette opportunité pour montrer que justement, nul n'est au-dessus de la loi et qu'on peut faire confiance en nos dirigeants. Valentin Zahui, merci Arthur Banga. Oui, non, avec votre permission, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais j'aimerais quand même aborder un point avant qu'on passe à autre chose. Monsieur Touré Al-Mustafa, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et comme je dis, un pays, c'est un village. Nous nous connaissons tous. On connaît le caractère très sulfureux de ce personnage. Mais il y a 2 semaines, il était encore chez vous ici, sur vos antennes, où il disait qu'il avait une montre de 7 millions, où voilà, il a des chaussures à 1 500 €, ou sur le président Gbagbo, voilà, il avait 20 militaires, 20 policiers Où voulez-vous en venir? et que voilà, il allait jusqu'à aller attaquer le directeur des douanes de l'époque. Pour dire que... Mais, c'est ça aussi, cette Côte d'Ivoire des valeurs qu'on veut construire, il faut faire attention aussi à ceux qui prennent la parole sur la place. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les télés, les réseaux qui sont la place publique. Il faut faire attention aussi à qui on appelle. Parce que si on invite des contre-valeurs, ben, on participe à mettre en place des contre-valeurs. Donc il faut aussi faire attention à ça parce qu'on se connaît tous et voilà, on n'est pas forcément surpris de voir ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, dans cette idée de construire une Côte d'Ivoire des valeurs, il faut aussi faire attention aux messages qu'on envoie certaines personnes sur des plateaux télé, parfois les reprendre quand ils disent des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Voilà. D'accord. Oui, Élisée, rapidement, sans forcément vouloir vous apporter la parole, on est également dans une société où l'expression est libre, de la liberté d'expression. D'un mot, oui, non, bien sûr, d'un mot, je le dis. Comment je l'écoutais ce monsieur, au temps du PDCI, il a bien dit qu'il était PDCI. Sous Gbagbo, il était leader patriote. Aujourd'hui, il a dit qu'il est RHDP. Il n'est pas le seul. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Il n'est pas le seul. Nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est son droit. Mais ce que je veux dire, quand on pense qu'il faut être du bon côté, c'est ça aussi.
Si je suis du bon côté, où on a une approche très manichéenne de la situation, chez nous, on est les bons, on est les meilleurs. Si je suis du bon côté, je peux tout me permettre, j'ai aucun problème. Après, les gens, ils en c'est quoi profitent. le bon côté? Voilà. Le bon côté, du bon côté. Je vais permettre à Saint-Claver de réagir rapidement pour qu'on aille à la pause. M. Zawi a dit tout à l'heure qu'on le reçoit sur le plateau télé, il dit qu'il porte... Mais le fait de porter une montre de 1500 € et de 7 millions et d'avoir ceci et cela, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, en fait. C'est pas ça le problème. Rien n'établit tout de suite que cette personne ou cet argent qu'elle a, cet argent a été dérobé frauduleusement. C'est pas ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'est-ce que notre justice fait pour assainir notre société? Qu'est-ce que la justice fait? Est-ce que la justice se déploie dans des situations qui sont suspectes? C'est ça le problème de fond. Voilà. Sinon, rien n'empêche M. Al-Mustafa d'être aujourd'hui PDCI, demain RDR, après-demain... Voilà. Merci. On va aller à la pause. En tout cas, sur ce changement de couleur politique, il n'est pas le seul. Nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons vu... Voilà. Donc, merci. On va aller à la pause et on se retrouve juste après ceci. La transhumance politique. Et en marche, vous êtes dans NCI 360. Nous sommes en train de parler de l'affaire Al-Mustafa qui défraie la chronique. Et Saint-Claver Oulard avait justement la parole. Terminez votre intervention. Ensuite, Valentin Zayu, vous réagissez. Oui, non, je disais, je reviens là-dessus. Je dis, c'est notre justice qui doit véritablement faire son travail aujourd'hui. Quand on est... Tout à l'heure, mes confrères parlaient d'une société de non-valeurs. Mais qui institue les valeurs? C'est la justice. Quand à un moment donné, nos politiques et autres ont démissionné, c'est notre justice qui doit être transparente. Donc c'est cela que Al-Mustafa, il gagne son argent, il ne gagne pas son argent. C'est la justice qui doit chercher à voir les origines de cette fortune. Donc il faut que notre justice travaille et qu'elle soit transparente. Valentin Zawi. Non, juste parce que je crois que je n'ai pas eu le temps de faire ma chute. En fait, en évoquant le point, c'était aussi faire appel au travail de la police économique. Parce que je crois que c'est M. Gbato qui en parle la dernière fois. Il y a des gens qui tuent 200 000 francs et qui ont un train de vie ou qui ont des immeubles. Je veux dire, c'est aussi ça le rôle de la police. Parce qu'autrement, on est tous des citoyens. On peut rentrer, on peut faire des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est de faire aussi attention entre ce que je fais comme activité et ce que le train de vie, il faut quand même mettre de l'ordre. Donc c'est aussi ça c'est par rapport à ça que j'avais évoqué le point concernant M. Al-Mustafa. D'accord. Aristide, et on va fermer ce chapitre. Vous dis que vous disiez tout à l'heure, Evelyne, que les dossiers qu'on ouvre et qui ne vont pas jusqu'à la fin. Non, c'était avant. Il faut qu'on update nos disques durs. Nous sommes dans une ère qui s'ouvre, une ère nouvelle. Et les dossiers, dans cette période, iront jusqu'au bout. Moi, j'ai l'espoir que ça va aller jusqu'au bout. Et pour rejoindre Saint-Claver, il faut justement que les pouvoirs soient séparés et que le pouvoir judiciaire fasse son travail en toute liberté, en toute quiétude. Merci, on vous a bien compris. On va aborder maintenant le deuxième sujet de ce soir, notamment ce qui se passe au sein du FDFP. On s'est posé la question de savoir ce qui s'est passé réellement pour nous permettre de comprendre. Le petit résumé que je peux faire, c'est que le secrétaire général du FDFP a été suspendu à titre conservatoire par le comité de gestion suite à un rapport d'audit que nous n'avons pas vu, en tout cas nous en tant que journalistes, mais certains confrères l'ont vu et disent que ce rapport fait mention d'un montant de 3 milliards de francs CFA dépensés et non justifiés. Donc, suite à cette suspension, le Collège des employeurs, d'après un communiqué qu'on a vu également, qui n'est pas signé, dit ne pas avoir pris part à la session du 20 août, la session qui a permis donc de suspendre le secrétaire général. Donc, en un mot, le Collège des employeurs ne se reconnaît pas dans cette suspension. La question aujourd'hui est de savoir si, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez observé, est-ce que le président du comité de gestion du FDFP a outrepassé ses prérogatives? Saint-Claver Oulard. Oui, Evelyne Deba, tu sais, vous savez, cela pose le problème de la méconnaissance des règles de certains de nos dirigeants quand ils sont à la tête de certaines structures. Tout à l'heure, vous parlez de la question de droit.
Vous savez, j'ai 2 articles ici que je souhaiterais vous lire. D'accord, dites. La loi numéro 2020-627 du 14 août 2020 fixant les règles générales relatives aux EPN. Et concernant la section sanctions, article 51. Cet article dit les ordonnateurs, les contributeurs budgétaires, les contrôleurs budgétaires et agents comptables sont personnellement responsables des opérations de gestion et de contrôle. Bon, voilà. L'article 12. L'article 51. 52 plutôt. Ça, c'est l'article 51. Mais il faut plutôt lire l'article 52. L'article 52 dit, j'en viens, l'article 52 dit, le conseil de gestion est habilité à demander à tout moment et en toutes circonstances à l'ordonnateur, au contrôleur budgétaire ou à l'agent comptable un rapport sur toute anomalie constatée dans la gestion de l'établissement au regard des dispositions légales et réglementaires le régissant. Au vu du rapport, le conseil de gestion peut diligenter toute mesure de contrôle qu'il juge opportune sur le fondement du contrôle effectué et après avoir entendu les acteurs concernés, le conseil peut, par une délibération motivée, proposer au ministre de tutelle la prise des mesures conservatoires. D'accord, donc qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que cela a été fait? Les ministres de tutelle qui ont exigé après coup, c'est-à-dire l'acte posé par... c'est même le président du conseil de gestion, ce n'est pas l'ensemble du conseil de gestion qui a pris la mesure conservatoire suspendant le secrétaire général. Ces ministres-là ont intimé l'ordre au secrétaire général de rejoindre ses bureaux. Et depuis lundi dernier, il est à son poste. Donc, je pense qu'il y a eu une méconnaissance de la loi et je pense que... Méconnaissance de la loi de la part de qui? De la part du président du conseil de gestion. Ou soit peut-être il le sait et il a décidé de fouler aux pieds les règles et c'est ce qui est en train de se faire parce que ce qui s'est passé, et lui-même il a mentionné dans son communiqué, il a dit qu'il y a 12 membres du conseil de gestion. Quand il a convoqué la réunion qui ne s'est même pas tenue dans la salle de réunion, il a convoqué les membres sur qui il a pu mettre la main dans son bureau. Et c'est dans son bureau qu'il y a eu la réunion. Sur 12 personnes, 8 personnes étaient présentes. On n'a pas la possibilité, nous, de vérifier, de confirmer que c'est dans son bureau qu'il a... Oui, mais vous êtes en train de parler à un journaliste. Moi, j'ai investigué avant de venir sur votre plateau ici. D'accord, donc dites-moi. Voilà. Il y a sur 12 personnes, il y a eu 8 personnes. Aux 8 personnes, il a proposé tout de suite de prendre des sanctions. Ils ont dit non, il faut entendre d'abord le secrétaire général. Sur un délai de 48 heures, il a adressé une demande d'explication au secrétaire général. Et ensuite, ils se sont retrouvés, cette fois-ci, ce n'est ni 12, ni 8, ils se sont retrouvés à 5 personnes. Donc, vous voyez là, le quorum n'est pas atteint. Et du coup, ils décident, un noyau de petits copains, ils décident de prendre des sanctions. Petits copains, c'est quand même un peu gros sur ce plateau. C'est ce que je dis, mais oui, bien sûr. Ils décident, parce que là, il y a une violation flagrante de... Tout à l'heure, on parlait de nos lois. Il y a une violation flagrante des règles. Ce n'est pas ce qui devait se faire. Voilà, donc merci. Nous avons investigué, nous avons approché certains membres du conseil de gestion qui, vous avez noté tout à l'heure, certains ont refusé de participer à cette cabale-là. Selon un communiqué qu'on a vu, et il faut préciser que dans cette affaire, il y a plusieurs versions. Aristide Nkendani. Alors, j'ai la même, puisque on appelle, on a recoupé les informations, j'ai la même source que... C'est pour ça que j'ai précisé qu'ils lisent l'article 52, la section 12. D'accord. Alors, cette loi de 2020 précise que c'est une loi qui établit les règles générales des EPN. Précise que lorsque le conseil de gestion, le président du conseil de gestion, c'est le ministre de tutelle. Mais il peut déléguer ses pouvoirs à une personnalité. C'est ce qui a été fait pour le cas du président du conseil de gestion du FDFP. Le ministre a délégué ses pouvoirs. Ses pouvoirs. Et c'est bien écrit dans l'article 12, sur les censures, dans l'article 52, que lorsqu'il constate, il propose au ministre de tutelle, et le FDFP sous la tutelle, non seulement du ministre du budget, du ministre de l'enseignement technique professionnel, et même du ministre de l'économie et des finances. Donc, il doit proposer la prise des mesures conservatoires. Mais il est passé outre, il a pris la décision. Et je crois que je ne vais pas revenir exactement. L'information que j'ai eue, c'est la même information que Saint-Claveau. Maintenant, ce qu'il faut dire... Mais vous n'avez pas la même conclusion. La conclusion, c'est qu'il a outrepassé ses prérogatives. Parce que les règles sont là. C'est la loi c'est la loi. Mais alors, je vais plus loin. Qu'est-ce qui explique que, Evelyne Deba, alors que les conclusions d'une enquête ne sont pas encore rendu public, ça se retrouve déjà sur les réseaux sociaux. Je veux quand même préciser, Evelyne, dans nos investigations, on se rend compte que
Lorsqu'il y a eu donc ce mouvement de contestation, de bruit, l'inspection générale d'État est allée donc auditer. C'était en février 2021. Et dans les conclusions, ils sont venus, parce qu'on a dit qu'il y a détournement, mais dans les conclusions, ils ont plutôt fait 10 recommandations en disant, on constate qu'il y a méfiance entre les employés. Ensuite, il y a une ligne que vous avez ouverte, ça commence par 6, et vous dites qu'il y a eu des transports, mais vous n'avez pas les justifs. Ensuite, vous avez envoyé des gens en mission, mais il faut quand même avoir des ordres de mission bien établis. Mais à aucun moment, le rapport de l'inspection générale d'État ne dit que le secrétaire général du FDP a détourné. Aristide, vous avez lu le rapport? Est-ce que vous avez lu le rapport? Oui, j'ai lu le rapport. J'ai le rapport, c'est en 3 pages. Okay. J'ai le rapport, on m'a envoyé le rapport. Mais vous savez, je ne peux pas vous dire qui m'a envoyé le rapport parce que ce n'est pas public. Absolument. Maintenant, mais je veux quand même revenir sur le cas du président du conseil de gestion. Depuis un certain temps, il pose quand même des actes qui m'interpellent. Face à un adversaire politique sur France 24, notamment Bernard Houdin, M. Joël Nguessan a quand même tenu des propos vis-à-vis de cet homme politique ivoirien qui... Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Non, je veux quand même... Je vais arriver à la conclusion, vous allez comprendre pourquoi il dit tout ça. Parce que généralement, quand les gens posent des actes, ce n'est pas... la personne visée n'est que la Libye, mais on veut atteindre un autre but. Parce que quand il le fait, alors que le RDR, ensuite le HDP, tout leur combat a été de repousser ce genre de discours. Ensuite, alors que le président de la République dit qu'il s'est fait vacciner, le Premier ministre, le ministre de la Santé fait les promotions, il a un discours complotiste sur Encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est pas le sujet. Il n'est pas là pour répondre à vos allégations. Nous voulons revenir à ce qui se passe au sein du FDP. Je veux dire, il ne peut pas être président du conseil de gestion, ignorer la loi et poser un tel acte qui, visiblement, jette un peu le discrédit sur le fonctionnement managérial du pouvoir en place. Aristide, on vous a bien compris. Valentin Zahui. Non, qu'est-ce que je veux dire? En introduction, vous avez décliné mon statut de consultant formateur. Je pense que c'est à propos parce que ça fait 20 ans que je connais cette maison, qui est une belle maison, d'un point de vue architectural, mais aussi... C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on vous a invité ce soir. Non, mais plus sérieusement, non, mais le fond du dossier, je ne le connais pas. Non, le fond du dossier... Mais vous connaissez l'organisation de la maison. Je connais cette maison comme que je pratique depuis 20 ans. Comment elle fonctionne et la loi qui la régit. Le comité de gestion, c'est l'équivalent d'un conseil d'administration, qui est tripartite. Vous avez 4 représentants de l'État, vous avez 4 représentants des employeurs et 4 représentants des employés. Voilà, donc c'est 12 personnes qui donc représentent un peu le conseil d'administration. Et le secrétaire général, il fait office de directeur général. Mais au fond du développement de la formation professionnelle, on parle de secrétaire général, qui donc exécute les décisions du conseil de gestion. Le FDFP, comme je dis, est une belle maison. C'est un institut... en conflit en ce moment. Oui, qui est en conflit, donc mais dites-nous sur le fond du conflit. Ah non, mais ce que je dis, je n'ai pas les éléments, donc je ne vais pas commenter, parce que c'est une action d'audit qui a été commanditée par le gouvernement, et comme dit Aristide, c'est juste pas possible que pendant que ça se fait, on voit des choses sur les réseaux sociaux, mais bon, ça c'est notre problème. Moi, ce que je peux demander, j'appelle à la sérénité, et j'espère que le travail est jusqu'au bout, et qu'on sache ce qui s'est passé pour que cette maison qui est essentielle dans la valorisation des ressources humaines en Côte d'Ivoire puisse faire son travail pour lequel il a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Merci. Achibonga. Moi, je pense que du point de vue du règlement intérieur et du droit, ce que Aristide et Serge ont dit est assez clair. Mais est-ce qu'on peut se limiter du point de vue règlement intérieur? Je pense quand même que, quelque part, même quand ce n'est pas établi qu'il y a 3 milliards ou 4 milliards de flou dans une entreprise, pendant l'enquête, il faut que les enquêteurs aient, à mon sens, le loisir de travailler. Et pour avoir le loisir de travailler, il faut avoir la responsabilité, au moins, à défaut d'être coupable, un responsable. Et je suis responsable des mesures. Le principe de la mesure conservatoire, moi, il ne me gêne pas. Je trouve même que c'est logique. Et je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une série d'audits qui ont été annoncés en fanfare. Aujourd'hui, ceux qui ont annoncé en fanfare ces audits ont le dos au mur. Parce que je suis au bout de ces audits. On voit qu'on a arrêté 1 ou 2 personnes, qu'on a mis en prison, qu'on relibère après, et qu'on n'a aucun résultat concret de ces audits, ça va casser la confiance. Rien que dans les audits. Ça va casser la confiance dans le discours de contrôle de la chose publique. Et puis quand même, c'est gênant que pour 3 milliards, le débat n'est même plus sur est-ce que c'est vrai qu'il y a 3 milliards ou pas.
mais c'est sur des querelles de personnes. Moi, je pense quand même que... Vous pensez que c'est des querelles de personnes? Certains pensent que c'est un conflit. Pour ce qu'on vient de dire. Mais je pense quand même que quand on atteint ces montants-là, il doit y avoir des mesures conservatoires. Moi, je suis de ceux-là. Parce qu'on ne peut pas avoir, même si c'est encore au stade de soupçon, c'est des soupçons graves sur des fonds publics. Donc, on doit avoir des mesures conservatoires pour pouvoir permettre à l'enquête de se faire de façon plus classique. Ça se voit partout. Parce qu'on peut être assis là, et puis il y a 3-4 milliards qui disparaissent, et les gars, ils sont encore là. Ça, à mon avis, ça limite l'enquête. D'accord. Élisée, et ensuite, je vais donner la parole à Maître Suibi. Bon, moi, je pense que mes prédécesseurs ont fait quand même beaucoup de pédagogie pour expliquer un peu l'histoire. On a tous compris. Moi, je pense que c'est très simple, cette histoire. Pour répondre à ta question de façon directe, je dirais il a outrepassé ses pouvoirs. La loi ne lui permet pas de pouvoir démettre le secrétaire général. La loi ne lui permet pas. Parce que le secrétaire général, il est nommé par décret sous proposition du ministre. Décret présidentiel. Bon, fut-il le plus grand ou le plus important président du conseil de gestion qui existe en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas casser un décret présidentiel. Ça n'existe pas. Ce qui casse un décret présidentiel, c'est un décret présidentiel. Donc déjà, sur cette base-là, il a outrepassé ses responsabilités et ses fonctions. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les implications de ce conflit, en fait. Parce que l'une chose est claire. En l'état actuel des choses, cette cohabitation ne peut plus être possible. Ça, c'est une réalité. Elle ne peut plus être possible. Et donc, les pouvoirs publics sont interpellés à trouver une solution pour que la maison retrouve sa sérénité, parce qu'elle est importante, cette maison, au regard de ses missions. Donc, il est important que les pouvoirs publics trouvent vraiment une solution le plus rapidement possible, afin que la sérénité revienne dans la maison. Pour rejoindre un peu Arthur, je suis d'avis, c'est-à-dire que, bon, mais je pense, moi je pense qu'aussi il ne faut pas perdre de vue le timing dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, on est dans la vacance du gouvernement, en fait. Donc, le gouvernement doit reprendre probablement la semaine prochaine, je crois, selon ce que j'aurais appris. Donc, je pense que quand le gouvernement reviendra, c'est forcément des sujets qui vont être sur la table du Conseil des ministres et qui va certainement trouver des solutions. Mais il est important vraiment qu'une chose soit faite rapidement possible pour que cette maison retrouve sa sérénité. Merci. On a l'avantage d'avoir un juriste sur ce plateau, un avocat, Maître Suibi. Dites-nous sur le fond du dossier, l'aspect juridique notamment. Ok, merci madame. Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que sur le dossier, malheureusement, peut-être par la faute des acteurs, on n'a pas d'informations précises. Voilà, parce que les journalistes qui sont sur le plateau ont donné des informations, on dit qu'ils ont mené leurs enquêtes, et donc ils nous sortent des informations. Ensuite, on a vu des communiqués, notamment du président du conseil de gestion. Ensuite, vous avez tout à l'heure fait référence à un communiqué d'un groupe des administrateurs et autres. Donc, finalement, il y a tout un flou autour de cette affaire qui me désole parce qu'on parle quand même, les chiffres qui sont annoncés, à supposer que ces chiffres-là soient vrais, on parle de plusieurs milliards de francs CFA, de deniers, je dirais, publics. Donc, on ne peut pas, dans une affaire où il est question de détournement supposé de deniers publics, rester en train de se battre sur des questions de procédure, qui a le pouvoir de faire quoi. Et finalement, on ne parle même pas du fond. Parce que dans le fond ou dans les mesures qui ont pu être prises et faire référence à une loi, mais je dirais que le conseil de gestion même est apparu lors d'une réforme qui a eu lieu en 2019 avec la mise en place d'un conseil de gestion et ce décret, donc qui est le texte qui organise le FDFP, dit clairement que le fonds est placé sous l'autorité et le contrôle de ce conseil de gestion. Donc, il fait office de structure chargée donc, de contrôler le fonctionnement et la gestion du fonds. Et dans la mesure qui a été prise, d'abord de façon globale, je voulais faire une distinction. Parce qu'il a dit tout à l'heure, on ne peut pas, seul un décret peut casser un décret, c'est vrai. Mais dans ce genre de situation, il faut faire la distinction entre le pouvoir de nomination qui va de pair avec le pouvoir de démission ou de limogeage et le pouvoir de suspension, qui est une mesure provisoire, qui peut être prise par l'autorité qui n'a pas nommé. On a eu des précédents dans ce pays. Okay. Voilà, je rappelle que quand il y a eu le scandale des déchets toxiques, le premier ministre de l'époque, Charles Konan Banny, avait suspendu 3 directeurs généraux, celui des douanes, celui du port et celui des affaires maritimes et portuaires, qui avaient été nommés par décret du président. Il les a suspendus le temps d'une enquête. Au bout de l'enquête,
le président avait pris une décision pour rétablir le DG des douanes et celui du port dans leurs fonctions. L'autre, celui des affaires maritimes, est resté suspendu. Il y a aussi le précédent de la RTI, où on avait tout suivi le conflit entre le ministre de l'époque de la communication, Soro Diom, et le directeur général, Aboké, qui avait été nommé également par le président, mais que Soro Diom, qui avait fait l'objet d'une menace, tout ça, avait suspendu. Il y a plusieurs exemples déjà, je vais dire, qu'on a vu dans ce pays où l'autorité de tutelle, le supérieur hiérarchique direct, peut, face à certaines situations, et vu l'urgence, prendre une mesure qui est provisoire en attendant que l'autorité compétente se prononce. D'accord. Donc, dans le cas du FDFP... S'il vous plaît, merci. Non, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, il va finir, voilà, merci. Je n'ai pas fini. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une sorte de flou qui me désole, parce que quand je lis le communiqué des employeurs, voilà, du collège des employeurs. Un communiqué qui, je précise, qui n'est pas signé. Voilà. Je veux dire, si ce communiqué-là vient effectivement de ce collège-là, pour moi, ça pose un problème. Parce que si on s'en tient, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a des informations qui viennent de gauche à droite, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Et ça m'étonne, parce que le président du conseil de gestion, par exemple, c'est un ancien ministre, on a le secrétaire général, il aurait fallu qu'on ait une communication plus claire pour savoir ce qui s'est passé réellement. Le secrétaire général lui-même, je ne crois pas avoir entendu quelque part une communication officielle venant de lui. Voilà, donc on a un flou total. D'accord. Voilà. OK, il nous reste que quelques secondes sur ce sujet, sinon on a débordé. Il y a une précision importante quand même qu'il convient de faire à la suite de ce que Maître a dit. On est entièrement d'accord avec lui sur la question de la mesure de suspension. Mais comme Saint-Claver l'expliquait tout à l'heure, peut-être que ça a dû lui échapper. La nomination du secrétaire général est faite par décret, mais sous proposition du ministre de tutelle. Donc, s'il y a suspension qui doit avoir lieu en réalité, cette mesure conservatoire doit être prise par la tutelle, en fait, qui, elle, maintenant, va la soumettre en conseil des ministres afin que le président prenne le décret. Mais ce n'est pas le président du conseil de gestion, en fait. Assez vite, Saint-Claver, ou là, et ça sera le dernier mot sur ce sujet. L'article 52 est précis là-dessus. Je pense que le maître a pris des exemples qui, ici, ne corroborent pas avec... Ici, on a dit que le conseil de gestion fait la proposition au ministre des tutelles de la prise d'une mesure conservatoire. Le ministre des tutelles n'a pas été saisi. C'est lui, à son niveau-là, qu'il décide de prendre cette mesure conservatoire. Vous voyez, donc, et Evelyne, pour les téléspectateurs, c'est quand même important. Assez vite. Lorsque Charles Konan Banny prend la décision dont parle le maître, à cette époque, il y a une sorte de cohabitation en Côte d'Ivoire. Quand on va chercher Charles Konan Banny comme Premier ministre, on lui donne tous les pouvoirs à cette époque. Non, il n'a pas le décret. Non. Oui, mais il n'a pas le décret, mais il avait... S'il vous plaît. On était dans une situation particulière. S'il vous plaît. On était dans une situation particulière. Merci, ce n'est pas le thème de ce soir. Merci, nous allons continuer dans les thèmes que nous avons donc annoncés. Et le troisième thème, c'est les Oué, le RHDP et Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo a rencontré les Oué à Mama. Je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI, Siétié Médandje. À l'initiative des cadres et élus Oué de l'opposition, des natifs des régions du Guémon et du Cavalier étaient ce samedi 28 août les hôtes de l'ex-président Laurent Gbagbo dans son village Mama. Ils lui ont exprimé le traditionnel boï de retour de 10 ans de séjour hors du pays. Se réjouissant de ces moments de communion avec des filles et fils du pays Oué, l'ex-chef de l'exécutif ivoirien a exprimé sa compassion au peuple Oué pour les épreuves connues pendant la crise post-électorale. Laurent Gbagbo a annoncé une visite de recueillement sur les fosses en lien avec la crise née du contentieux électoral de 2010 lors de cette rencontre symbolique marquée par des chants, des danses et des rites Oué. Notons que cette rencontre n'a pas fait l'unanimité au sein de la communauté Oué, certains estimant qu'elle devra plutôt avoir lieu sur les terres du pays Oué et non ailleurs. Voilà, et donc sur ce sujet, il est important de préciser, d'annoncer aux téléspectateurs que nous aurons 3 personnes en ligne. Nous aurons Stéphane Gani, qui est économiste, membre de la diaspora, qui est en France. Nous aurons également Aman Iré, qui est journaliste, qui est également en France. Et puis nous aurons le député de Bongolo Commune, l'honorable Guéhi Guenillon, qui est également, que nous aurons au téléphone, qui a fait partie du comité d'organisation de cette
cette rencontre. Donc, nous allons commencer avec Aman Iré. Avec qui nous commençons? OK. En attendant, donc, voilà, OK. Donc, nous avons donc Aman Iré, qui est journaliste, qui est en France. Bonsoir, Aman. OK, donc le temps de régler les soucis techniques, j'aimerais avoir votre réaction sur cette rencontre, notamment sur le lieu, parce que les différents débats que nous avons, tout ce que nous avons vu et entendu, c'est sur le lieu de la rencontre, le fait que la rencontre se tient à Mama. C'est déjà un pas que Laurent Gbagbo fait en rencontrant la population, ouais, mais que pensez-vous du lieu de la rencontre à Tshilomba? Avant le lieu, il faut quand même regarder un peu de la géopolitique locale. Si vous regardez les scores de Laurent Gbagbo en 2010 dans le pays Ouai, c'était des scores explosifs. Et même quand vous regardez les dernières législatives qui ont eu lieu, la plupart des députés, quand vous prenez par exemple la région du Cavali, il n'y a qu'à tout le pleu où le RHGP gagne. La même dans le Guémont, il n'y a qu'à Dieukoué. Vous prenez Guiglo commune, Guiglo sous-préfecture, c'est soit des candidats FPI, soit des EDS, pardon, soit des candidats PDCI ou la Somme. Donc on voit que électoralement, le pays reste un bastion important pour Laurent Gbagbo. Et pour lui, relancer sa machine, c'était important de commencer par une base, je veux dire... Sauf que dans le cas précis, la rencontre se tient à Mama. Je veux d'abord qu'on comprenne l'enjeu, qu'il y a une percée qu'il a réalisée aux législatives, alors que le RAGP est en paix d'évidence, c'est-à-dire que Anne Loto qui sauve le cavalier, je crois, la ville de Dieukoué pour le truc. Donc, il y a déjà un enjeu politique important. Le style de réception, moi, je suis de ceux qui pensent que les hommes politiques doivent aller vers. Ça, c'est comme ça que je conçois. Je conçois qu'en politique, on va vers. Mais n'oublions pas qu'on a 3 leaders politiques, mais ce que Laurent Gbagbo fait, c'est exactement ce que Henri Konan Bédié fait. Et les visites d'État hors mise, c'est ce que Alassane Ouattara fait. Parce qu'on a nous-mêmes créé 3 hommes politiques qui sont au-dessus de la règle. On a créé comme on les a créés. Avant de vous laisser développer, Assure, avec votre permission, on va prendre l'honorable Guéhi Gounillon, qui est le député de Bongolo Commune que nous avons en ligne, qui a été membre du comité d'organisation de cette rencontre-là, donc qui va nous donner son sentiment. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous déjà comment s'est passée cette rencontre, notamment au niveau de l'organisation. La manifestation, c'est de plein gré que le peuple ouai a décidé d'aller saluer son frère Laurent Gbagbo qui est sorti de prison. Et donc, nous sommes allés, comme à la culture, dire oui à notre frère qui est sorti des entraves de la mort. Alors, comme vous le savez, quand tu as une sœur, un frère qui est malade, et que même celui qui a gardé le malade, quand on a recouvré la santé, on va saluer celui qui a recouvré la santé, mais on n'oublie pas celui qui a gardé le malade. Alors donc, c'est cela. Nous sommes allés saluer Gbagbo parce que c'est notre frère. Personne ne pensait à son retour. Nous sommes allés prier avec lui, Dieu qui a permis son retour ici. C'est là le sens de notre départ à Mama. Alors pour vous, donc, le lieu de la rencontre, le fait que la rencontre se tienne à Mama, ça ne pose aucun problème pour vous? Non, ça ne doit pas poser un problème, c'est ce que je disais. Gbagbo, c'est notre frère qui a été déporté et nous tous, tout le monde pensait, sauf le ouais, que Gbagbo n'allait jamais revenir. Et donc, en le voyant venir, c'est vrai que pendant qu'il n'était pas là, on a tué ses frères que nous sommes. Mais est-ce que c'est pour autant, lui pouvait aussi mourir à La Haye. Mais nous, on a préféré aller saluer notre frère qui a pu survivre et à son temps, il pourra décider de venir nous saluer. Nous ne sommes pas allés demander une visite au président Laurent Gbagbo. Nous sommes allés lui dire Mamboyi assez, c'est pour vous. C'est comme ça se fait au pays. Mamboyi assez, ça veut dire quoi en traduction? Comment on peut traduire ça? Assez, c'est tout ce que vous appelez Yako ici. C'est-à-dire quand quelqu'un a souffert et qu'il reprend la surface, on dit assez, c'est pour vous, Yako. C'est ça. Et donc c'est ce que le peuple a allé lui dire. Voilà.
OK. Vous faites partie du comité d'organisation de cette rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'on a entendu également, notamment sur des actions qui auraient été menées par le RHDP pour empêcher la rencontre ou pour empêcher certains chefs OUE de se rendre à cette rencontre? Est-ce que vous confirmez une main du RHDP? Non. De mon point de vue, personne n'a été obligé à venir à Mama, personne n'a été empêché. Et vous savez, j'étais à Mama, je fais partie de l'organisation. On a eu 1h30 de réorganisation parce que le nombre qu'on attendait était 1500. On est allé au-delà de 2000. Donc, avant que le président Gbagbo n'arrive, il fallait réaménager pour trouver de la place aux chefs qui sont arrivés d'eux-mêmes. Et donc, dire qu'il y a eu des gens qui ont empêché les chefs, non, on n'a même pas empêché quelqu'un. Tous ceux qui sont venus ont payé eux-mêmes leurs transports pour venir saluer leur frère Laurent Gbagbo. Donc, personne. Bon, on a appris des échos, comme vous le savez, des gens, mais c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, pour ma part, le peuple n'a pas été obligé et personne n'a empêché qui que ce soit. Et c'est volontairement qu'ils se sont déplacés. La dernière question que je vais vous poser, maître, honorable, la dernière question sur ce sujet, c'est qu'est-ce que vous répondez notamment une partie de la population, et on entendra certains sur ce plateau, qui disent que c'était à Gbagbo de se déplacer pour aller vers eux? Oh, nous portons tous le nom ouais, mais est-ce que nous sommes tous dans la culture ouais? Parce que c'est ça, un peuple a une culture, et donc c'est la culture là qui détermine le peuple. Nous, je disais tantôt que nous sommes le peuple ouais, et que l'exemple que j'ai donné, quand tu as un frère qui est malade et que quelqu'un l'a gardé, lui a donné à manger, à boire, et que ton frère recouvre la paix et recouvre la santé, mais quand tu vas saluer celui qui a recouvré la santé, mais tu n'oublies pas celui qui l'a gardé. Babo, c'est vrai qu'il est notre frère, il n'est pas là. Il a été déporté, il est revenu, il était de notre devoir d'aller le voir. C'est pas, il va venir. Ce qui s'est passé à l'Ouest, Babo le sait, tout le monde le sait. Et donc, c'est pas, on ne va pas attendre qu'il vienne d'abord pleurer qu'on a et s'il mourait à La Haye. C'est de ça il est question. C'est notre frère. On est d'abord content qu'un au moins puisse résister. Les autres sont morts. Il va venir, on va pleurer ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait de celui qui est vivant, qui est arrivé et qui aurait dû, il serait resté là-bas? D'accord. Donc le peuple, ouais, c'est notre culture, c'est l'expression de notre culture socialiste. C'est ça. Nous sommes, ouais, là, nous sommes aussi socialistes. C'est ça qui est l'épicentre même de notre vie de ouais. D'accord. Merci, honorable, pour toutes ces informations. Je reviens sur ce plateau pour avoir votre sentiment. C'est donc finalement un problème, c'est une question culturelle et c'est volontairement, selon ce qu'il vient de dire, que le peuple décide d'aller rencontrer Laurent Gbagbo. Bonga, je vous permets de terminer. Oui. Bon, il réussit, il a une belle parade en mettant en avant l'argument culturel qui est très intéressant. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que les hommes politiques se déplacent. Sauf, je répète, nous, on a créé 3 hommes politiques qui ne se déplacent pas. Peut-être que Laurent Gbagbo a promis de retourner chez les rois, il va le faire, mais regardez Henri Konan Bédié, il reçoit Daoukro. Le président Alassane Ouattara, à part les visites d'État, il reçoit les populations chez. Et donc, la posture qu'on a donnée à nos 3 leaders font que finalement, j'ai l'impression qu'on n'a plus besoin de faire campagne, c'est les gens qui vont venir vers eux. Et ça, il faut que ça change. Et comme Laurent Gbagbo a promis aller dans le monde pour les saluer, pour l'argument politique. J'espère que ça fait bouger les choses pour permettre d'avoir une classe politique plus dynamique. Aristide. Sauf docteur Arthur Banga, qu'il faut contextualiser pour ce cas précis. Je crois qu'Honorable a été très, très clair là-dessus. C'est leur frère qui sort de prison. Ils vont le saluer. C'est une tradition. Et je pense que tu as bien fait, Arthur, de parler de géopolitique. Et c'est très intéressant parce que Laurent Gbagbo revient de La Haye. Et il veut remobiliser les troupes et il y a les bastions, il y a les fiefs et dans la géopolitique locale, c'est très intéressant ce mouvement parce que ça crée donc les conditions d'un dynamisme démocratique. Maintenant, dit que les leaders doivent se déplacer ou ne pas se déplacer, moi je ne vois pas d'inconvénient que les gens aillent le saluer dans son village. Et ensuite, je voulais quand même saluer la sincérité dans les propos de honorables qui viennent parler. Vous voyez que c'est cette société-là qu'on veut. Quand il n'y a pas eu d'empêchement, qu'on dise qu'il n'y a pas eu d'empêchement. Moi, je trouve que Laurent Gbagbo est revenu, il est libre
de se mouvoir, il est libre de recevoir chez lui, il est libre d'aller à l'ouest. Et le fait qu'on aille lui rendre visite, docteur Atubanga, moi je crois que c'est contextuel. Okay. Merci Aristide. Avant de revenir sur le plateau, je vous l'avais annoncé, on a des invités en ligne, on va les prendre. Ça fait un bout de temps qu'ils nous attendent. Nous avons Stéphane Gani, qui est économiste. Nous avons Amon Iré. Bonsoir, si vous m'entendez. Bonsoir, Amon Iré. Bonsoir, Evelyne. Voilà, dites-nous. Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Merci, vous êtes journaliste, vous êtes en France. Dites-nous votre sentiment sur cette rencontre. Bah, écoutez, dans l'ensemble, hein, au niveau de... Quand je prends mon postulat, je me dis que c'est une très bonne chose. Il faut que les populations puissent se retrouver après la grande bataille qu'il y a eu. C'est important de toujours se retrouver dans un cadre bien adapté pour pouvoir discuter ou bien pour pouvoir, on va dire, comment dirais-je, permettre aux populations de s'exprimer par rapport à un état de fait. Donc, Mama, c'est une bonne chose. C'est vrai que Laurent Gbagbo aurait pu se déplacer pour aller en pays, ouais, mais c'est prévu. Et pour moi, Mama, c'est une très bonne chose. Je n'ai pas de souci majeur sur le lieu de la rencontre. Pour moi, c'est la rencontre qui est importante. OK. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? On a remarqué l'absence de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo qui était dans la lutte, qui était dans la lutte aux côtés de Laurent Gbagbo. Je le dis tantôt, quand je parle avec des gens, avec des Ivoiriens, il faut qu'on arrête de mélanger, si vous voulez, Simone et Laurent Gbagbo dans une affaire de politique, même de réception des ouais. D'accord, dites-nous. Ou bien des réceptions du peuple même en général. Parce qu'on a remarqué que même quand ils étaient au pouvoir, les deux ne recevaient jamais les gens ensemble. Ils ne recevaient jamais les gens ensemble quand ils étaient en couple et qu'ils étaient au pouvoir. Donc c'est pour vous dire que les guerriers, les ouais, sont allés déjà voir Simone Gbagbo quand elle est sortie de prison. Elle s'est déplacée, elle allait en pays où elle a posé la stèle des fosses communes. Elle a posé une stèle pour pouvoir faire une sorte de cimetière au niveau des fosses communes. Donc elle a joué sa part. Aujourd'hui, Gbagbo reçoit le ouais à Mama, mais il les a toujours reçus seuls. Même en 2010. Ils sont allés à Mama, il était seul face à eux. Donc, je ne vois pas pourquoi on va forcément essayer de cantonner Simone Gbagbo dans ce qui vient de se passer. Pour moi, ce n'est pas important. D'accord. Ce n'est pas important. Merci, voilà. Merci Amon Iré. On va maintenant donner la parole à... Ce que je voulais dire avant de terminer, c'est que il y a eu des discours. Il y a eu des discours à Mama. On n'a pas tellement apprécié un côté du discours de Hubert Oulaï, mais c'est des choses qui arrivent. Mais tout ça n'a pas noyé la fête. La fête s'est bien déroulée et tout a été bien à mon niveau. D'accord, merci. Nous, on n'a pas pris en compte cet aspect de ce discours ce soir. On va maintenant donner la parole à Stéphane Gani, qui est également en France, membre de la diaspora. Bonsoir Stéphane, vous êtes économiste. Oui, bonsoir. Et vous avez un avis différent sur cette rencontre, notamment sur le lieu et sur comment les choses se sont passées. Oui, en effet, mon avis, je ne partage pas ce point de vue qui consiste à dire que notre frère serait sorti de prison. Vu la statue du président Laurent Gbagbo, l'idéal aurait été, dans un premier temps, d'aller s'incliner devant ces tas de morts et par la suite, effectivement, on pourrait aller lui rendre visite. Mais cette démarche, moi, je dirais plutôt que ce sont les ouais sympathisants ou partisans de Gbagbo qui sont allés le voir. Ce n'est pas tout le ouais. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Pourquoi vous estimez que Laurent Gbagbo aurait dû justement effectuer ce déplacement? Que la rencontre se fasse à Mama, que la rencontre se fasse à l'Ouest, pour vous, ce n'est pas la même chose? Pour moi, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il faut comprendre que Laurent Gbagbo fut président de la République de Côte d'Ivoire et en son nom, des personnes sont tombées. Aussi des personnes qui ne faisaient même pas la politique. Le simple fait d'être guerrier ou de l'Ouest, certaines personnes sont tombées. Donc, ce qui voudrait dire que, humainement parlant, je dis bien humainement parlant, ce monsieur pour qui les gens sont tombés, il puisse aller s'incliner devant eux. Maintenant, lorsque j'entends le député dire que c'est notre frère qui est venu de prison, je suis désolé, Laurent Gbagbo est certes votre frère, mais il fut président de la République.
Et à ce titre, comme il a prôné certaines valeurs en son temps, qui font aussi du respect de la valeur humaine, il aurait pu, par ces valeurs, aller s'incliner d'abord dans un premier temps sur la tombe de ces derniers, et par la suite, ils allaient aller le voir. Je reste toujours dans ma position pour dire que ce déplacement de Mama, je ne m'y reconnais pas et je ne fais pas partie de ceux qui sont pour. Et la dernière question que je vais vous poser, c'est sur l'absence, le fait que Simone Gbagbo ne fasse pas partie de cette rencontre. Quel est votre sentiment? Voyez-vous, au soir du 11 avril 2011, si j'ai bonne mémoire, il y avait une image qui se dégageait. C'était le président et son ami de lutte qui avaient été pris. Donc les gens se sont sentis vraiment touchés par cela. L'idéal, comme ils sont des amis de lutte, je ne rentre pas dans les problèmes de couple, hein, ce sont des amis de lutte et qui c'est en leur nom que des personnes sont tombées. L'idéal aurait été que pour recevoir ces gens pour qui des gens sont tombés, ils puissent au moins l'associer. Ça, c'est mon analyse personnelle. Maintenant, Laurent, monsieur le président Gbagbo, il fait ce qu'il veut. Mais je ne partage pas cette lecture-là, madame. Merci Stéphane Gani pour toutes ces informations. Donc, de retour sur ce plateau avec nos invités, il ne nous reste plus que 5 minutes, sinon peut-être moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Je vais rapidement vous prendre votre avis, Valentin Zahui. Oui, donc très rapidement sur 2 points. Dire que nous sommes des Africains et d'un point de vue culturel, vous savez, dans nos traditions, dans la vie traditionnelle d'alors, la prison telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas. Quelqu'un qui a fauté peut être mis en quarantaine, on peut lui demander de faire un travail pour la communauté. Donc on considère d'un point de vue anthropologique que la prison, c'est une forme de mort. Donc quelqu'un qui vient de prison, il y a une démarche qu'on a vis-à-vis de cette personne-là. Alors la polémique, elle est normale dans une démocratie, hein. Moi je ne rentre pas dans ça. Tout à fait. Mais ce qui est important, c'est qu'on a affaire à 2 parties qui ont mutuellement besoin de s'exprimer de la compassion. Donc, certains pensent que oui, Mama n'est pas bon, que le président aurait dû aller. Les populations, et c'est d'autres constitutionnels, le droit de penser, d'aller, de venir librement, se sont déplacés pour aller à Mama, exprimer leur compassion au président Gbagbo. Après, et je crois que lui aussi il a dit que très bientôt il va se déplacer. Donc bon, je pense que ça peut s'expliquer. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Élisée. Okay, moi, je pense, hein, ça c'est ce que je pense du plus profond. Quand j'ai appris que les Oued devaient se déplacer sur Mama, je suis l'une des personnes qui estimait que ce n'était pas la bonne démarche. Ça, je le dis honnêtement. Mais après, quand j'ai eu les motivations qui ont sous-tendu cette volonté de se rapprocher, j'ai été moins acerbe et puis moins critique. Parce que j'ai compris quand même qu'il y avait un volet culturel qui permettait qu'on puisse avoir une telle démarche. Mais comme je le dis toujours, moi je pense on aurait pu éviter ces polémiques qui en réalité, dans le fond, n'ont même pas leur raison d'être. Pour moi, ça, on aurait pu l'éviter de 2 manières. La première chose, et ça je le dis toujours, Gbagbo a son calendrier, il a son timing, il a ce qu'il veut faire. Lui seul sait ce qu'il fait, lui et ses proches. Mais j'estime pour ma part que le temps devient un peu trop long pour s'adresser aux victimes. Pour moi, j'estime que le temps devient un peu trop long pour s'adresser aux victimes. On est tous en Côte d'Ivoire, le peuple Oué est un peuple, qu'on le veut ou non, on ne peut pas avoir la langue de bois sur ce plateau, a payé le lourd tribut de son soutien à Laurent Gbagbo. C'est une réalité. J'aurais, moi, estimé pour ma part, depuis son arrivée, qu'il est dans un premier temps, après avoir pleuré sa mère, parce qu'il allait à Maman, c'est ce qu'il a dit. Il partait pleurer ses morts et autres, tout ça. Après, il aurait été intéressant qu'il oriente ses regards vers vraiment cette région aussi qui avait payé le lourd tribut. Mais comme je le dis, il a son calendrier, il a son timing, lui seul sait ce qu'il compte faire. C'est certainement ce qui a provoqué vraiment peut-être cette polémique, mais comme je le dis toujours, le temps devient un peu long pour pouvoir s'adresser aux victimes et pour pouvoir leur donner un mot de compassion. On vous a bien compris, Élisée Gbodougbe. Saint-Claver ou là? Oui, moi, en fait, l'idée que j'ai, c'est est-ce que après avoir subi des bombes à sa résidence, après avoir été arrêté, après avoir été transféré à La Haye, où il a fait une dizaine d'années, où il a été jugé, et après avoir été acquitté, perdu tout ce temps, cette douleur morale, psychologique, et j'en passe, est-ce que le président Gbagbo, il est une victime ou il n'est pas une victime? C'est ça la question. Est-ce que lui aussi, il est une victime comme le peuple Oué qui est allé le voir? Dites-nous. Voilà. Selon Donc, vous. il est une victime.
Il est une victime. Quand on suit le processus depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi une victime. Le peuple est une victime. Mais là, tout à l'heure, le député, il a été clair, et j'abonde dans le même sens que mon confrère Aristide Nkenda. Ils sont allés saluer, c'est bien contextualisé. Voilà, ils sont dans une sphère culturelle et non politique. Chez nous, puisque moi je suis aussi de la région, quand vous avez parce que là, c'est une relation filiale qui les lie. Quand vous avez un parent qui sort des fers, c'est-à-dire où certains même ici, dans ce pays, ont dit que son retour relèverait d'un miracle. Quand il revient dans notre culture, ouais, on va le saluer, lui dire Yako, comme il a dit tout à l'heure le député. C'est tout simplement ça que ceux qui sont allés à Baba ont fait. Et ça a été fait de façon délibérée. On n'a forcé personne. Moi, je suis de la région et j'ai connu des délégations qui y sont allées. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, en réponse, a dit « J'ai prévu me rendre dans tous les départements des régions. Ouais. » Et il va le faire, je pense. Ok, d'accord. Arthur Bonga et ensuite Aristide, et ce sera le dernier mot. Oui, je pense qu'il rattrape bien hein, quand il dit qu'il va retrouver le monde. Ouais, c'est vrai que l'argument culturel est là, mais faire que de la culture avec Laurent Gbagbo, il faut être quand même naïf pour y croire. Hein. Il y a toujours de la politique dans tout ce qu'il fait. Et on ne peut pas juger Laurent Gbagbo que sur l'aspect culturel, quoique l'argument culturel est très important. Okay. Pour moi, il choisit déjà ce peuple-là en premier, parce que c'est une série. Les gens vont lui rendre visite tout le temps à Mama hein, durant cette période. Nos gars, on les a mis d'un confort. Quand ils vont fini, Bédier aussi va recevoir les gars d'Aoukro. C'est ça qui Arthur, on a bien compris. On a vraiment bien compris. Vous avez beaucoup insisté sur ce point. Aristide? Oui, je crois que Elisa a soulevé un point important. C'est vrai que les Ouest sont allés saluer le président Laurent Gbagbo. Il y a aussi, c'est légitime que les gens réclament qu'il aille dans ces régions. Mais seulement, nous nous battons depuis des années pour les libertés individuelles. Et je crois que Valentin Zahut l'a dit, il faut laisser les gens libres d'aller là où ils veulent. Voilà. Et je pense que c'est une bonne dynamique du champ politique, du champ démocratique. Il faut laisser les gens libres de s'exprimer, mais seulement, Élysée fait bien d'insister qu'il y a une partie de la population qui attend des gestes du président Laurent Gbagbo. D'accord, merci. Merci en tout cas, chers invités, d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction de NCI. Merci, chers téléspectateurs et chers internautes, d'avoir suivi cette émission. Nous sommes à la fin. N'oubliez pas, personne ne prendra soin de vous à votre place. C'est la raison pour laquelle je vous dis tous les soirs, prenez soin de vous. Et à très bientôt dans d'autres registres sur la nouvelle chaîne Ivoire. Dans d'autres registres, un instant. Merci.